Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Merci à ceux qui nous suivent sur Facebook en ce moment même. Donc, bienvenue à ce nouveau débat du Presse Club. Le sujet du jour, et pas des moindres, comment les journalistes choisissent-ils leur sujet ? Alors effectivement, si on devait finalement résumer le métier de journaliste en un verbe, ce serait probablement choisir. Il suffit de voir le nombre de dépêches que vous recevez, le nombre de mails, de notifications sur les réseaux sociaux pour comprendre dans quel océan d'informations vous vivez aujourd'hui. Donc, ce qu'on va essayer de voir, c'est finalement qu'est-ce qu'une bonne information pour vous, comment vous faites le choix de vos sujets, sur quels critères se basent les journalistes, les réseaux sociaux ont-ils eu un impact sur ces choix et sur le choix des sujets traités, et enfin, comment le communicant, comment l'attaché de presse peut-être impacter le choix des sujets du journaliste. Alors, j'ai l'honneur d'animer ce débat. Je m'appelle Cindy Bétan. Je suis responsable communication chez Cision, une société pour les relations presse et les relations médias, qui regroupe des sociétés comme l'Argus de la presse, pour la plus connue. Donc, vous devez certainement avoir entendu parler. Et j'ai le plaisir d'accueillir, pour répondre à mes questions, Christine Kerdelan. Bonjour. Vous avez un micro. Donc vous êtes Bonjour. Directrice générale de la rédaction de l'Usine Nouvelle. Oui, directrice de la rédaction. Parce que directrice générale, ça fait beaucoup. Ça donne un sentiment de patronne gestion du titre, alors que je ne m'occupe vraiment pas de la gestion, mais seulement de l'éditorial. Justement. Voilà. Et ben, vous êtes justement très bien placé pour répondre aux questions du jour. Donc Usine Nouvelle et Usine Digitale. Et Industrie et Technologie, et BIP et NR Presse. J'ai 5 titres, mais le gros morceau, c'est l'Usine Nouvelle. 5 titres, donc autant du papier, un magazine hebdo, que du web. Oui, on a Usine Nouvelle, c'est un très gros site maintenant, puisqu'on fait 3 millions de visiteurs uniques par mois. B2B plutôt. B2B, essentiellement B2B, mais quand on est à 3 millions, on a quand même du grand public intéressé par l'aéronautique ou par l'automobile, qui sont 2 des secteurs que l'on couvre. D'accord. Et donc l'usine digitale qui est là plus sur des transformations digitales. Enfin, ça fait, on a l'industrie d'un côté et la transformation digitale. Finalement, des sujets qui doivent se croiser. Alors oui, c'est ça. Il y a des intersections entre usine nouvelle et usine digitale. L'usine digitale est à la fois plus large et plus étroit. Plus large au sens où il couvre toute l'économie. C'est-à-dire pas l'usine nouvelle, c'est seulement l'industrie. L'usine digitale peut parler des banques, peut parler de la distribution, etc. Mais uniquement sous l'angle de la transformation numérique. Donc c'est la transformation numérique de toute la société, de toute l'économie en tout cas, alors que l'usine nouvelle parlera aussi de transformation numérique, mais seulement en ce qui concerne l'industrie. Alors il serait intéressant peut-être de parler de la transformation numérique des rédactions et des médias. On verra ça un petit peu plus tard. Et Olivier Delagarde, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici. C'est un plaisir. Vous êtes rédacteur en chef adjoint de France Info. Je ne vais pas présenter votre média. Je pense que. Mais je ne vois pas pourquoi vous ne le feriez pas. D'accord. Alors, c'est un média global du service public. On peut dire ça. Et vous, particulièrement, vous animez une émission chaque semaine qui s'appelle Ça nous marque. Entre autres choses, oui. Entre autres choses, qui met à l'honneur, justement, certaines marques. Alors, mettre à l'honneur, j'aime pas le mot, parce que ça voudrait dire que finalement, je sers la soupe. Mais enfin, en tout cas, dont l'idée est de parler peut-être d'économie un peu différemment. Parce que sur France Info, l'histoire de cette émission, c'était ça. En fait, on a remarqué que quand on parlait d'une entreprise sur France Info, c'était jamais bon pour l'entreprise. C'était en général, il y avait plans sociaux, il y avait des catastrophes, des grèves, des machins. Donc, c'était une entreprise qui était vraiment très mal en point. Et on s'est dit que finalement, après tout, quand on était dirigeant d'une entreprise, on avait aussi des choses à dire sur l'histoire de son entreprise, sur l'économie au sens plus large. Et puis on avait créé une émission qui s'appelait Patron chef d'entreprise, qui a tellement bien marché que quand Laurent Guimier est arrivé à la tête de France Info, il m'a dit « Olivier, je veux qu'on fasse ça en quotidien ».
Je lui ai dit, c'est une très bonne idée, mais ce sera sans moi parce que en quotidien, je vais avoir l'impression de tourner en rond, etc. Donc il l'a confié à quelqu'un d'autre. C'est devenu l'invité de l'Écho tous les soirs sur France Info. Et du coup, on a un petit peu changé cette émission du samedi pour donc l'appeler Ça nous marque et de vraiment focaliser sur la saga des marques. En fait, on fait beaucoup d'histoire économique. Et c'est pour ça qu'il me faut des marques qui soient très connues. Alors je fais déjà passer un petit message. Si vous voulez venir me proposer des marques, il faut que ce soit des marques globalement commerciales qui aient une histoire et qui soient très connues, parce que comme on raconte l'histoire pour l'auditeur, s'il ne connaît pas la marque... Si c'est une start-up, voilà, mort, ce qui ne veut pas dire que toutes ces autres entreprises n'ont pas d'intérêt. Simplement, voilà, pour moi, ça m'intéresse moins. Pardon, parce que c'est toujours très dangereux de donner la parole à un mec de radio, parce qu'en général, il ne vous la lâche pas. Super. Non, juste pour donner un exemple, dernièrement, des émissions que vous avez faites et des marques que vous avez traitées, on peut citer Léonidas, Casgrain, Carglass, ce genre de Absolument, vous êtes remarquable. Vous voyez, parce que j'aurais du mal à m'en souvenir. En plus, on les oublie au fur et à mesure. Donc, si vous me demandez qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière, voilà. Et effectivement, vous avez pris le parti, quand je disais mettre à l'honneur, c'est de vraiment parler des marques. Ce qui arrive finalement, peut-être, en tout cas, nous, communicants, on trouve toujours pas assez de vraiment parler des marques, de leur histoire, de leur moment de crise, de leur moment plus faste. Donc c'est un choix éditorial que vous avez fait et du coup ça rentre dans le débat d'aujourd'hui. Bon, pour rentrer clairement dans notre sujet, comment les journalistes choisissent-ils leurs articles, je vais vous poser une première question déjà. Est-ce que la façon dont vous choisissez vos sujets a véritablement changé ces dernières années, ou est-ce que c'est fondamentalement toujours les mêmes critères qui rentrent en compte ? Alors, ça a forcément changé à cause des réseaux sociaux, parce qu'on apprend des choses par un nombre de canaux plus important. Et pour moi, ça a changé parce que j'ai changé de média. J'étais pendant 10 ans à l'Express et depuis 3 ans à l'Usine Nouvelle. Et c'est vrai qu'on ne cherche pas les mêmes sujets pour l'Express et pour l'Usine Nouvelle. On parlait tout à l'heure d'évoquer des marques. À l'Usine Nouvelle, on en parle effectivement. On parle d'Ascoval quand ça va mal. Mais on parle aussi beaucoup de marques qui vont bien parce que c'est le cœur du métier, c'est de raconter finalement l'innovation, l'évolution de toute l'industrie française. Donc, dans l'industrie, on a des marques et puis on a des entreprises qu'on connaît moins, mais qui ont quand même une marque. Donc, moi, mes sujets ont évolué parce qu'à l'Express, on était plus sur l'actualité, sur la macroéconomie. Donc, on cherchait des sujets en fonction de ça. Et c'était en fait, on suivait l'actualité et on essayait de l'anticiper ou de l'accompagner, de trouver des angles originaux par rapport à une actualité. Alors qu'à l'Usine Nouvelle, on suit certes l'actualité, mais on est aussi beaucoup dans... aller chercher quelque chose dont personne ne parle, c'est-à-dire trouver l'innovation de telle entreprise qui va donner des idées aux autres. L'Usine Nouvelle, c'est un média qui est destiné à donner des idées à ses lecteurs sur comment faire évoluer son entreprise, comment mieux exporter, comment innover davantage, comment associer davantage les salariés à l'évolution de l'entreprise ou à la transition énergétique ou à la transformation numérique de l'entreprise. Donc, c'est pas du tout la même manière de trouver les sujets, je trouve, à l'Usine Nouvelle ou à l'Express. Donc voilà, ça n'a pas changé, je pense, fondamentalement ces dernières années, mis à part l'augmentation du nombre de canaux par lesquels nous arrive l'actualité, mais ça change en fonction des médias, bien sûr. La ligne éditoriale. Et vous, Olivier, vous avez changé la façon dont vous choisissiez vos sujets ? Alors, effectivement, comme le dit Christine Cardelante, très justement, l'arrivée de ces nouveaux tuyaux des réseaux sociaux ont changé un certain nombre de sources d'informations, mais ils n'ont pas changé finalement fondamentalement le métier de journaliste. Il faut que je vous dise un truc, parce que j'ai réfléchi. En fait, quand on m'a demandé de participer à ce débat, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter ? En fait, le choix journalistique, est-ce que je traite ou je ne traite pas d'un sujet, c'est un truc qui est écrasant pour un journaliste au début. Et c'est le truc qui est... Et moi, c'est ce que j'ai souvent dit, finalement. Ça m'est arrivé de donner des cours dans des écoles de journalisme. Le premier truc qu'on fait quand on est journaliste, c'est on choisit. Avant même d'être capable de savoir écrire, de savoir parler dans un micro ou de passer à la télévision, c'est de choisir. Est-ce que je traite ou est-ce que je ne traite pas d'un sujet ?
Alors, on pourrait parler des sujets magazines, etc. Mais rien que un petit journal que vous faites sur France Info, un flash de 5 minutes, vous avez le journaliste de France Info, il a à sa disposition les dépêches d'agence, de l'AFP, de Reuters, c'est-à-dire qu'il a, on va dire, de 2 à 3 000 informations récentes qui arrivent, lesquelles il prend, il décide de traiter, et lequel il dit bah non, finalement c'est secondaire. Ce choix, il est écrasant, et comme il est écrasant, il y a souvent un effet de mimétisme qui se produit. C'est-à-dire qu'on va souvent traiter un sujet qui a été traité ailleurs. Parce que si d'autres l'ont traité, quelque part, ça légitime le fait qu'on le traite. Alors il y a ça, et d'ailleurs, moi j'ai assisté à des tas de conférences de rédaction où vous venez vendre un sujet en disant, attendez, il y a tel truc, voilà, il y a le Presse Club qui vient de s'installer à Issy-les-Moulineaux, on va faire un sujet, tout le monde trouve ça ridicule, et puis il se trouve que le lendemain, le Parisien fait un sujet sur le Presse Club qui vient de s'installer ici, les Moulineaux, et tout d'un coup, tout le monde trouve ça absolument génial. Donc, effectivement, pourquoi ? Parce que, quelque part, les médias s'auto-légitiment les uns les autres. Donc, le fait de réussir à avoir un sujet dans un média et dans un des médias prescripteurs, alors on pourrait voir ce que c'est qu'un média prescripteur, c'est quelque chose qui va en plus. Alors ensuite, comment est-ce que finalement on choisit nos sujets ? C'est compliqué parce que le métier de journaliste, dans un média généraliste, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais c'est assez schizophrène. C'est-à-dire que quelque part, un journaliste, vous savez, c'est un mec qui se balade à cheval dans la ville, avec un chapeau à large bord, une grande écharpe blanche. C'est le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Il a une très haute idée de sa mission. Moi, je suis le quatrième pouvoir, le défenseur contre tout type de tyrannie. Enfin, je suis un mec hyper important. Et puis, en même temps, je suis un boutiquier. C'est-à-dire que le meilleur journal ou la meilleure émission radio qui soit, si elle n'a pas d'auditeur, elle ne sert à rien. Non seulement elle ne sert à rien, mais en plus, elle va être menacée. Parce que même dans le service public, on regarde quand même nos audiences, on dit attends, ton truc, ça n'intéresse personne, donc il n'y a aucune raison pour que ça se poursuive. Et donc, le côté à la fois, moi j'ai un rôle citoyen, j'estime que je dois informer les auditeurs de ce qui se passe là, etc. Et puis j'ai un côté aussi, il faut que je fasse venir le chaland. Il faut que je l'intéresse, il faut que je l'amuse, il faut que je sois aussi dans un journal de France Info. Il faut aussi qu'on parle quand même du bébé de la famille royale d'Angleterre, même si ça nous paraît tout à fait secondaire, accessoire, puéril, mais parce qu'on sait que c'est des informations qui sont sympas et que les gens sont en attente aussi de cela. Je dis bien aussi, parce qu'on est tous quelque part pareil, quoi. On est tous à la fois conscients qu'il y a des choses qui sont très importantes, et puis on a tous nos petits travers de regarder le résultat de l'équipe de foot de son bled, voilà. Et il faut réussir à porter ça. Alors, c'est marrant ce que vous venez de dire, parce que je vais vous révéler en avant-première les résultats d'une étude qu'on va sortir la semaine prochaine sur l'état des médias dans le monde, que Cision sort chaque année. Et j'ai tiré quelques chiffres qui comparent la France avec la moyenne nationale. Et il y a une question qui traite de la mesure du succès. Quand est-ce que vous avez l'impression que vous avez fait une émission à succès ou écrit un article qui a eu du succès ? Et évidemment, le premier critère, ça va être la taille de l'audience, qui est donc le nombre de vues ou le nombre, effectivement, l'audience qui a eu l'émission. Beaucoup plus importante, à 51%, beaucoup plus importante que la moyenne mondiale qui est à 40%. Et il y a une exception française, et vous l'avez cité, Christine. Le deuxième indicateur pour la France, c'est le nombre de reprises de votre information par des médias tiers. Et vous en avez parlé aussi, comme si le fait que vos pairs reprennent votre information était un gage de succès. Ça arrive à près de 20% en France et 7% seulement dans le monde. Donc il y a peut-être quelque chose d'assez français, justement, de se regarder les uns les autres dans les médias. Comment vous voyez ça ?
Non, c'est vrai qu'il y a un côté mimétisme, mouton de Panurge. Je n'avais pas le sentiment que c'était spécifique à la France. Et je pense que c'est spécifique en revanche à certains médias. Quand vous êtes la télé ou la radio, vous êtes un peu obligé d'être sur les sujets dont tout le monde parle en ce moment. Quand vous êtes à l'usine Nouvelle, vous êtes beaucoup moins obligé de suivre l'actualité. Donc je n'avais jamais pensé en termes de perception internationale. Est-ce que ça veut dire que les journalistes français sont plus nombrilistes que les autres? Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un travers qui consiste, lorsqu'on fait un article, à juger, alors je ne sais pas si c'est dans votre liste, mais à juger de son succès en fonction des réactions de vos collègues. C'est-à-dire, wow, j'ai réussi à faire dans mon secteur, qui est l'aéronautique, le papier que tout le monde a lu, et tout le monde, c'est qui? C'est les gens que je fréquente, et les gens qui vont au même voyage de presse que moi ou aux mêmes conférences de presse que moi. Alors évidemment, c'est un travers contre lequel on se bat. Il ne faut surtout pas écrire pour ses pairs, ce qu'ils ont tendance parfois à faire les journalistes, c'est-à-dire écrire pour les spécialistes du secteur pour leur montrer comme vous avez trouvé l'info qu'ils n'avaient pas trouvé, et non pas écrire pour le lecteur, parce que sinon, évidemment, le papier est moins bon. Je prends un exemple. Quand j'étais dans un autre magazine qui s'appelle L'Entreprise, qui est aujourd'hui un site seulement, on faisait tous les ans se mettre à son compte. C'était obligatoire, c'était la grosse vente de l'année, se mettre à son compte. Eh bien, le journaliste qui l'avait fait au bout de 2 ou 3 fois se débrouillait pour trouver des choses très pointues, très originales, alors que le lecteur qui lui achetait qu'une seule fois, peut-être dans sa vie, le se mettre à son compte, il n'avait pas besoin du truc pointu original. Il voulait les basiques de la manière de se mettre à son compte pour lui cette année. Et donc, la tendance à vouloir faire pour soi ou pour ses pairs l'emporte parfois sur le souhait de guider vraiment le lecteur ou de répondre vraiment aux souhaits du lecteur. Et il y a un autre chiffre qui est assez intéressant sur cette étude, toujours lié à la façon dont vous estimez que vous avez fait un article ou une émission à succès. C'est l'engagement des lecteurs, justement. Le temps passé sur le site, par exemple, ou le nombre de fois où ça a été partagé sur les réseaux sociaux, l'abonnement à une éventuelle newsletter, le nombre d'abonnements que ça a peut-être pu générer. Ça, dans le monde, c'est 20% des journalistes qui nous ont dit que c'était un des critères de succès. En France, 8%. Vous avez aussi une analyse là-dessus. Est-ce que justement, les journalistes français ne font peut-être pas suffisamment attention à ces signaux-là? Est-ce que vous regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous regardez, ça nous marque si justement il y a des partages de phrases qui ont été sorties de cette émission, le nombre de vues des podcasts peut-être? Oui. Alors effectivement, les réseaux sociaux ils ont changé beaucoup de choses. Au début, on était très attentifs, etc. Je vais vous dire un truc. Honnêtement, aujourd'hui, moi, j'essaye d'être spectateur des réseaux sociaux, je les regarde, et en fait, je suis de moins en moins acteur. Parce que quand vous êtes journaliste aujourd'hui, il se trouve que de temps en temps, en plus, j'anime l'émission du soir qui s'appelle Les Informés, qui est une émission de débat, qui est en radio et en télévision. Et que systématiquement, si vous voulez, après chaque émission, vous payez un tombereau d'injures, de trucs, etc. Et on ne peut pas dire que ce n'est pas des choses qui vous touchent en plus. Parce que toutes les critiques, même les plus dégueulasses, si vous voulez, vous avez beau vous dire c'est dégueulasse, vous dites mais attendez, mais pourquoi est-ce que ça suscite autant de haine? Alors on dirait que ce n'est pas énormément, il doit y avoir 15 malades qui vous envoient des trucs sur plusieurs centaines de milliers de personnes. C'est négligeable en termes de représentativité, mais c'est des trucs qui vous touchent parce que on n'est pas payé pour recevoir des insultes à longueur de temps, surtout quand finalement vous vous donnez aussi du mal pour travailler. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est vrai que quelque part, on sait qu'il faut aussi s'en protéger. Cependant, ils sont d'une grande utilité également, et notamment toutes les applications qui permettent de savoir quel est le sujet dont on parle le plus. Ça vous donne des indications quand même importante quand vous faites justement une émission comme Les Informés, qui est une émission vraiment de débat très généraliste, etc. Et que, en fait, en gros, on fait
petit peu, c'est du super bistrot du commerce. Alors on essaye d'élever un peu le débat parce qu'on essaye d'inviter des gens qui sont plutôt des gens qui ont réfléchi, qui ont bossé un petit peu les sujets, mais enfin, on n'est pas avec des experts à chaque fois des sujets, puis les sujets sont très divers et variés. Et donc, c'est vrai que là, à ce moment-là, de savoir ce qui fait discuter dans les bureaux, c'est un indicateur qui est intéressant. Mais concrètement, vous le regardez parce que manifestement, d'après l'étude, la France, beaucoup moins que notamment les pays anglo-saxons qui se basent finalement sur ces chiffres pour orienter leur contenu. Est-ce que, par exemple, vous avez à un moment donné une intuition sur un sujet et vous allez un petit peu regarder sur les réseaux sociaux si ça va emballer les foules ou pas du tout finalement? Comment... Ah oui, je pensais que vous disiez qu'on se base sur la réaction à certaines infos en fonction d'inscription au newsletter. Finalement. Alors forcément, oui, on regarde sur les réseaux sociaux, même s'il y a peu de sujets de l'usine nouvelle qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Mais en revanche, pour ce que vous disiez, c'est-à-dire on juge de la qualité d'une info aussi au nombre d'inscriptions sur les newsletters qu'elles ont générées. Oui, ça on le fait clairement, oui, bien sûr. Parce que l'inscription à un newsletter, c'est l'indicateur ou le premier pas vers l'abonnement. Et l'abonnement est quand même le nerf de la guerre pour un journal qui vit des abonnements et de la publicité. Bien sûr. Et alors, du coup, en amont, vous le faites aussi, de regarder ce qui se passe. Vous dites, ce sujet, moi, il me paraît sympa. En revanche, quand je regarde ce qui se passe sur Twitter, en gros, tout le monde s'en fiche. Donc j'y vais pas. Non, pas dans ce sens. C'est-à-dire si on a un sujet qu'on considère important pour nous, même si les réseaux sociaux n'ont pas parlé, évidemment on le fait. Ouais. En revanche, quelquefois on se dit bon là vraiment ça fait le buzz dans toute la France, tout le monde ne parle de ça, on est un peu obligé d'y aller et dans ce cas-là on y va aussi. Et qui fait ça? Vous avez quelqu'un dans vos équipes qui est en charge de ça, qui vous donne un petit peu les tendances du moment, comment ça se passe concrètement? C'est pas un poste en particulier, ou alors c'est la rédac chef du service web, mais tous les journalistes de l'usine nouvelle travaillent autant sur le web que sur le papier. On est même très souvent en web first, c'est-à-dire qu'il y a des sujets qui sortent sur le web, qu'on reprend ensuite dans le papier. On ne fait pas deux fois le travail, une fois pour le papier, une fois pour le print, une fois pour le web. Mais chacun est censé suivre ce que racontent les réseaux sociaux ou les dépêches ou toutes les manières de s'informer dans son secteur. Celui qui s'occupe d'aéronautique suivra l'aéronautique, l'automobile, la pharmacie. Voilà, chacun suit et ses réseaux sociaux et ses dépêches et ses contacts évidemment privilégiés. Mais la rédac chef web peut-être va aller trouver des choses que personne n'a vues parce que c'était un peu à la périphérie d'un secteur. Oui. Pendant longtemps, ça a été difficile à la radio de savoir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Je parle sur une radio comme France Info, où finalement c'est une radio vraiment de flux. Et puis, vous savez, les sondages en radio, à la différence de ce qui se passe en télévision, où on a des audiences quotidiennes, et vous avez des audiences à la minute en télévision. À la radio, vous avez toujours des audiences qui sont publiées tous les 3 mois, donc vous avez 4 vagues d'audience médiamétrie, et puis ensuite on vous fait c'est du quart d'heure par quart d'heure. Alors autant sur des chaînes généralistes qui ont des émissions d'1 heure, vous voyez bien ce qui fonctionne, que les grosses têtes fonctionnent. Sur France Info, globalement, une chronique ou un reportage perdu en fait dans le flux, c'était difficile de le distinguer. Alors c'est vrai que le site internet a tout changé parce que de plus en plus en fait aujourd'hui on est écouté en podcast ou directement sur le site. Et d'ailleurs depuis maintenant quelques mois, et c'était assez nouveau, on a régulièrement les gens du web qui publient ce qui a cartonné sur le web. C'est-à-dire les sujets qui ont été le plus écoutés, en tout cas sur le web, parce que là, évidemment, on a des chiffres. Alors, encore une fois, il faut aussi faire attention, parce que ça peut être biaisé. On sait par exemple que les jeunes, eux, ont une grande utilisation, une grande écoute de la radio sur le web, alors que, on va dire que les plus de 50 ans continuent à l'écouter à l'ancienne avec le transistor sur le frigo, et que donc... il faut toujours aussi... À mon avis, c'est des chiffres qui sont des bons indicateurs, mais qui ne sont pas des juges de paix. Mais évidemment, c'est un outil supplémentaire
pour savoir ce qui a intéressé les gens, quoi. Alors, je vous propose maintenant de discuter un petit peu de comment nous, tous les gens qui sont en face de vous, et moi d'ailleurs, comment on peut justement trouver la bonne info, vous orienter vers une info, et comment on doit la tourner à travers quels canaux pour que justement vous la preniez. C'est quoi pour vous une bonne info? Par quel canal elle doit arriver? Qu'est-ce que vous attendez de nous, finalement, en tant que communicants? Moi, j'ai souvent l'impression que les gens qui nous contactent, les attachés de presse, n'ont pas lu le journal. Et que si elles avaient lu le journal, elles sauraient exactement qui contacter, à quel moment et avec quel genre de sujet. Quand vous avez un journal, vous avez un ours. Donc ça veut dire que derrière, vous avez déjà les noms des journalistes avec les secteurs qui suivent. Genre, Olivier Jam va s'occuper d'aéronautique, Hassan Meda de spatial. Bon. Ou, enfin voilà, vous avez toute une liste. Après, quand vous lisez le journal, vous voyez qu'il y a des rubriques. Par exemple, la rubrique La Pépite. Quand vous êtes une start-up, que vous défendez une start-up, La Pépite, c'est vraiment une jeune entreprise qui est en train de faire des siennes, qui réussit, etc., mais qui démarre. Donc quand vous voyez qu'il y a une rubrique comme ça qui s'appelle La Pépite et que c'est signé par, je dis n'importe quoi, Solène Daven, c'est à Solène Daven que vous envoyez le communiqué de la start-up que vous suivez. Ça paraît évident. L'envoyer au directeur de la rédaction qui va hypothétiquement le réexpédier vers la bonne personne, oui, bien sûr, mais j'ai 400 mails par jour, donc je n'ai pas forcément la possibilité de réexpédier à la bonne personne. Donc quand vous lisez le journal, déjà vous voyez qui fait quoi, et vous voyez qu'il y a des rubriques spécifiques qu'il faut réussir à alimenter. C'est-à-dire, c'est pas de l'actu. Enfin, il y a une partie qui est de l'actu, mais c'est pas juste de l'actu. Si vous avez la rubrique achat, c'est des innovations. Je sais pas, le nouveau gel, je sais pas quoi, le nouveau produit. Bon, c'est pas les rubriques que les journalistes préfèrent forcément faire, mais n'empêche qu'ils sont obligés de trouver toutes les semaines quelque chose pour aller dans cette rubrique. Et donc, si l'entreprise pour laquelle vous travaillez va sortir une innovation qui ressemble à ce qu'on fait d'habitude dans les nouvelles, c'est l'occasion évidemment d'envoyer un mail en disant voilà, j'ai remarqué, vous avez telle rubrique, c'est vous qui suivez, est-ce que ça vous intéresserait? C'est être beaucoup plus précis finalement voilà. dans ce qu'on attend de vous finalement. Oui, plutôt que le communiqué de presse qui arrose 50 personnes, il n'y en a pas une qui va être immédiatement intéressée. Si vous personnalisez votre contact en fonction du besoin, parce que vous avez vu que dans le journal, ou sur le site d'ailleurs, je prends le journal parce que j'ai sous les yeux, mais c'est exactement la même chose sur le site, d'un seul coup, vous répondez aux besoins du journaliste plutôt que de l'ennuyer avec plein d'appels ou de communiqués de presse dans lesquels il est noyé et qu'il ne va vraiment pas lire, quoi, parce qu'il n'aura pas le temps. C'est par mail à la bonne personne en disant voilà l'info, a priori elle correspond à cette rubrique et bim. Par mail ou même un coup de fil en laissant un message sur répondeur s'il ne répond pas directement. Réseaux sociaux si vous êtes abonné à son fil Twitter, oui, c'est bien sûr, ou par LinkedIn ou par Facebook. Voilà, vous pouvez toujours réussir, peu importe la manière de le contacter. Mais au moins, c'est de comprendre ce qu'il fait lui et donc ce dont il a besoin pour comment lui faciliter la tâche en fait, en lui donnant des idées de sujets qui correspondent à ce qu'il fait dans le média en question. Merci. Et vous, Olivier, alors j'ai l'impression que vous êtes complètement d'accord, vu la remarque que vous avez fait au début par rapport au genre de marque que vous traitez dans Ça nous marque, c'est que vous avez parfois des demandes qui n'ont rien à voir avec le spectre que vous traitez finalement. Je vais vous raconter comment je gâche la vie des attachés de presse. Formidable. Et puis je vous souhaite une bonne matinée à tous. Parce que c'est un truc qui arrive assez régulièrement. Le téléphone sonne, je décroche. Oui, bonjour, je vais parler à Olivier. Voilà. Je vous appelle, je suis machine de l'agence Intel. Je vous ai envoyé un mail sur la culture du chou de Bruxelles dans le Haut-Atlas. Vous ne m'avez pas répondu à mon communiqué de presse, mais je voudrais savoir si le sujet pourrait vous intéresser. Et alors là, j'ai la question qui tue. Parce que je fais plusieurs choses sur France Info. Je dis oui, à laquelle de mes émissions pensez-vous? Et en général, il y a ça, un blanc, abyssal. Et en fait, je m'aperçois, et je m'en suis déjà aperçu, parce que en fait, le sujet qu'on me propose ne peut pas avoir d'intérêt compte tenu des émissions que je fais, qu'en fait, la personne qui est au bout du fil ne sait pas ce que je fais.
qu'elle a juste un listing avec marqué France Info, plus ou moins bien fait, journaliste s'intéressant à l'économie, aux entreprises et aux choux de Bruxelles dans le Haut-Atlas, un truc. Et donc là arrive le début des emmerdements, quoi. Mais, donc il y a quelqu'un qui bafouille, mais vous n'êtes pas journaliste à France Info? Je dis si. Vous n'aimez pas le chou? Non, et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Que moi, je vais vous dire un truc. Moi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous parce que aujourd'hui, en fait, les gens imaginent qu'il y a une équipe avec 50 personnes derrière qui vont, etc. En fait, non. Moi, je suis pratiquement tout seul sur cette chronique. Donc, il faut que je fasse tout, et notamment que je trouve les marques. Et il m'en faut une par semaine. Et ça fait 45 par an, parce que l'été, on met des rediffusions. Et donc, ça revient assez rapidement. Donc, je peux avoir l'idée de me dire, tiens, et si je faisais cette marque-là, parce que c'est une marque qui est sympa, par exemple, je vais dire, voilà, je vais faire Accor. On va dire, marque sympa, Accor. Mais Accor, moi, j'ai pas de contact chez Accor, donc il va falloir que, je sais pas, si j'y vais, je vais faire que j'appelle le standard. Est-ce que vous pouvez me passer le service de presse? Et une fois que j'aurai le service de presse, est-ce que vous pouvez me passer le responsable du service de presse? Que je lui explique mon truc, il va me demander de faire un mail, que ça va remonter, je vais peut-être y arriver, mais je vais mettre 3 mois à y arriver. Et ça va me demander énormément de travail, ce qui ne me pose pas de problème, moi j'aime plutôt ça, mais ce qui va me demander énormément de temps, et ça me pose plus de problèmes parce que j'en ai peu. Or, une attachée de presse, qu'est-ce qu'elle fait? Une bonne attachée de presse, elle sait ce que vous faites, et elle dit, je connais votre émission, j'ai une bonne histoire pour vous. Voilà, on va faire la marque de Duschmurtz, etc. C'est un truc qui est super intéressant, parce que c'est grand public, c'est connu, etc. Et elle sait déjà ce que vous faites. Et quelque part, elle vous prémâche déjà le travail. Elle vous donne une bonne idée, vous n'y avez pas pensé. Dernièrement, j'ai reçu le truc, alors ça dira peut-être rien aux plus jeunes d'entre vous, la marque Antésite, qui est une marque, vieille marque, un truc qui a 100 ans, une boisson, mais c'est une histoire super, parce que c'est un truc qui a été créé à Voiron par un apothicaire, une petite marque française, et il continue à prospérer, et j'y avais pas pensé. Et Nana m'appelle en disant, voilà, cette marque, elle fête ses 100 ans, il y a une histoire derrière, parce que ce qu'on veut en radio et en télévision, je pense plus qu'à l'usine nouvelle. Notre métier, nous, c'est de raconter des histoires. Hein. Moi, c'est ce que je dis à mes étudiants en journalisme. Vous faites de la télé, vous faites de la radio, le métier, c'est de raconter des histoires. Donc moi, je raconte l'histoire de la marque, et il me faut quelqu'un qui soit bon. Et donc si vous arrivez, vous, avec une marque qui est connue, une histoire derrière, et en plus, l'idée de dire, je sais qu'en plus, le responsable est partant pour faire une interview, parce que c'est pas évident, ça. Moi, j'ai reçu, notamment pour pas les citer, mais s'ils nous écoutent, je leur parle directement, les piscines, comment s'appellent-elles des Joyaux. Merci. Qui sont à Saint-Étienne. Hein. Les communiqués de presse, etc. Je me dis, c'est super, avant l'été. Vous savez, le mec il réfléchit vachement. On va faire ça plutôt avant l'été qu'à Noël. Je dis, très bonne idée. Je rappelle, il y a le communiqué de presse, je rappelle l'attaché de presse. Puis finalement, elle dit, ah bah oui. Et puis finalement, en fait, ils refusent de parler à la radio parce que, je sais pas, ils flippent, ou c'est pas leur truc, ou ils m'aiment pas, enfin peut-être, mais du coup, ça sert à rien. Ça sert à rien. Bon, mais je veux dire, vous êtes super importante, mais quand vous travaillez bien. Quand vous travaillez bien. Et moi, je sais qu'il y a des attachés de presse avec lesquels je travaille vraiment en bonne intelligence. Vraiment en bonne intelligence, et qu'elle ne m'appelle pas elle ne m'envoie pas 15 000 communiqués, parce que, évidemment, comme le disait Christine, qu'elle soit 400 mails, c'est ça, hein, la réalité. Hein. Et puis moi, j'ai personne pour les lire à ma place, pour les trier. C'est fini, là, l'histoire. Donc, si je passais... J'ai calculé que si je passais 1 minute par mail que je reçois, en fait, il me faudrait 10 heures par jour. Donc, c'est pas possible. C'est juste pas possible, quoi. Là, c'est ce qu'on appelle l'info-obésité. Donc, effectivement,
Mais ça, je ne veux pas vous apprendre votre métier, vous le savez 10 fois mieux que moi. Vous concentrez-vous quand même sur le titre de votre mail, parce que vous savez que souvent, c'est la seule chose qu'on va lire de votre mail. Donc, c'est là-dessus qu'on se dit, tiens, ça peut être intéressant ou pas. Ensuite, d'avoir effectivement le contact direct d'un journaliste, son portable, pour lui envoyer un texto quand vous savez que vous avez un sujet qui peut l'intéresser, parce que quand on reçoit des textos qui n'ont aucun intérêt, ça c'est encore plus énervant que le reste. Ou avoir son bon mail, parce qu'en général, les journalistes, ils ont 2 mails. Il y a le chasse-cousin, là, le truc qui est devant, etc. Vous savez, envoyez-moi un mail, voilà, aucun problème. Et puis il y a le mail avec lequel vous travaillez, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on est tous obligés d'avoir des deuxièmes boîtes mail privées professionnelles, quoi, on va dire. Là, ensuite, c'est super intéressant, quoi, hein. Alors, ce qu'on aime beaucoup, si vous voulez, ensuite, j'enchaîne, hein, parce que j'ai le micro. Je vous en prie. Ce qu'on aime beaucoup, vous savez, c'est toujours... Alors, nous, France Info, c'est l'actu. C'est l'actu. Bon, l'actu, ça veut tout dire et rien dire, parce que finalement, l'actualité, c'est aussi ce que vous décidez qui doit faire l'actualité, etc. Mais il y a des trucs qui marchent bien, quand même, sur les marques, c'est les anniversaires. Ça fait une actualité. Bon, enfin, c'est assez marrant, parce que, bon, dans le fond, ça n'a strictement aucune importance. Sauf que c'est des chiffres ronds, ça fait 100 ans, ça fait 50 ans, ça fait... voilà, ça peut faire une accroche d'actualité. Et puis sinon, évidemment, c'est de raccrocher votre sujet à une actualité qui est plus importante, qui est un peu incontournable. Prendre un exemple, aujourd'hui, on commence le Festival de Cannes. Si vous vendez une marque en relation avec le cinéma, même de très loin... à l'occasion du Festival de Cannes, ça nous donne l'occasion de parler de ceci ou de cela. Évidemment, tout ça fonctionne bien, quoi. Voilà. Donc, si je peux ajouter quelque chose à ce que disait Olivier. Nous aussi, on a une actualité de la même manière, en fait, pour laquelle on recherche souvent des infos pour l'argumenter. Il y a le Salon du Bourget, par exemple, qui va avoir lieu au mois de juin, qui, pour l'aéronautique, est un événement tous les 2 ans incontournable. Donc, si vous savez quelle est l'actualité de l'industrie, les grands moments comme cela, évidemment, c'est le moment de proposer des infos. Mais ça peut être aussi... comment dire, l'actualité que nous, on se crée tout seul. C'est-à-dire, on a tous les ans un numéro innovation, un numéro... de tous les secteurs, on a des numéros spécifiques pour lesquels, effectivement, on aura besoin de plus d'infos sur les entreprises de ce secteur que le reste de l'année. Donc, c'est pareil, se renseigner sur... à la fois l'actualité du magazine, c'est-à-dire les grandes couvertures incontournables, ça peut être important. Alors, sachant aussi qu'on est un magazine, donc à mi-chemin entre le professionnel et le grand public, enfin, disons un magazine professionnel, mais qui est quand même un magazine économique assez large. Donc, on ne communique pas, contrairement à ce qui peut être dit, les sujets qu'on va sortir toutes les semaines, sauf un dossier, tous les 15 jours à peu près, dont on ne connaît pas le titre, mais qui est thématique. On dira qu'on a un dossier sur, je dis n'importe quoi, la machine-outil, un dossier sur l'agroalimentaire, un dossier où ça peut être un peu plus précis que ça. Ce ne sera jamais le titre, puisque nous-mêmes, on ne sait pas quel angle on va traiter à l'intérieur de cette thématique. Mais il y a je dirais une 25 ou 30 thématiques dont on sait qu'elles seront faites à telle date. Donc ça peut être, je sais pas quoi, les circuits intégrés. Bon, les circuits intégrés, on sait qu'on le traitera deuxième semaine de février cette année. Et dans ce cas-là, si vous êtes évidemment une entreprise qui est dans les circuits intégrés, il ne faut pas appeler la semaine précédente parce que le dossier est déjà bouclé, mais exactement ce que disait Olivier dans l'intitulé de votre mail, c'est pour votre dossier sur les circuits intégrés, le faire 2 ou 3 mois avant et l'envoyer au bon journaliste. Là, ça multiplie par 10 les chances, effectivement, qu'on s'intéresse à votre entreprise. D'autant que, alors là, je vais vous un scoop. Un journaliste, c'est un mec ou une fille qui a un peu d'ego. Donc, le fait de lui dire qu'en plus, vous savez ce qu'il fabrique, ce qu'il fait, ça va lui faire super plaisir. Voilà. Donc, si vous dites, pour votre émission, ça nous marque, que j'écoute tous les samedis avec un grand bonheur, en famille, on se met tous autour du transistor. Enfin, bon, même si on n'y croit plus à ça. Plus c'est gros, plus ça passe.
Donc, si je résume un petit peu, c'est une info idéale pour vous. Donc, il y a évidemment la ligne éditoriale de votre émission, de votre média, le timing, le calendrier, là, ce dont on vient de parler, la pertinence, évidemment. Ce que je voulais savoir aussi, finalement, on critique un petit peu le communiqué de presse comme on l'a toujours fait, j'ai l'impression, dans la façon dont vous décrivez ce que les communicants vous envoient. Est-ce que le communiqué de presse, c'est has-been ? Est-ce qu'il faut de nouveaux formats ? Et je voulais savoir, est-ce que, par exemple, si on vous met de la vidéo, de l'image, ou voir des chiffres, enfin, qu'est-ce qui fait que finalement, ça va vous sonner à l'oreille que... Est-ce qu'il y a des astuces comme ça ? Alors, le problème, c'est le temps. Donc, je ne suis pas sûre que la vidéo que les gens apprécient autant sur les sites soit pour nous une bonne solution. C'est-à-dire, si on m'envoie une vidéo même de 2 minutes qu'il faut que je regarde, non, le communiqué de presse avec les 3 chiffres importants ou l'idée, l'innovation dont je parlais tout à l'heure, il y a plus de chances que je le lise et je l'utilise que la vidéo que je dois ouvrir Donc le format et passivement regarder. Est toujours, non, il n'est pas mort. Ce qui ne veut pas dire que pour, je sais pas, on a des séquences, l'industrie c'est fou, ou sortie d'usine, ou choses comme ça, à partir de vidéos qu'on trouve partout sur le web. Bon, il y a des fois des gens qui astucieusement nous envoient une vidéo de 30 secondes du bras articulé qui a fait je sais quel exploit et qui va pouvoir aller dans les usines. Bon, bah là, oui, on peut reprendre directement la vidéo si c'est amusant, si c'est spectaculaire, si c'est original. Vous voyez ce que je veux dire pour notre rubrique. Mais en général, la vidéo... Pour remplacer un communiqué de presse, non, ça, je crois que ce serait ça plus fait perdre du temps à de tout le monde, en fait. Alors, moi, je suis un vieux con ici. Donc, c'est-à-dire que j'ai connu l'époque avant le web, avant les mails. Et c'était différent. Pourquoi ? Parce que quand vous receviez un communiqué de presse, vous le receviez par la poste. Quelque part, ça vous coûtait le prix du timbre. Donc, ce n'était pas anodin d'envoyer un communiqué de presse à un journaliste. D'abord, donc, du coup, on n'en recevait pas 10 000. On recevait des trucs, on recevait le papier, etc. C'était une autre époque. Puis le mail est arrivé, alors on a dit c'est génial. C'est absolument génial, parce que là maintenant, ça nous permet d'arroser gratuitement 10 000 journalistes d'un coup. Le problème, c'est que sur un média généraliste comme le mien, en plus, comme je fais des choses qui sont un peu différentes, je suis aussi sur des tranches d'actualité où là, je traite tout type de sujet, je me retrouve à recevoir des centaines de communiqués de presse qui ne peuvent avoir aucun intérêt professionnel pour moi. Donc moi, ce que je dis, si vous envoyez un communiqué de presse, et je parle là, moi, ce qui fait que ça va m'intéresser ou pas, c'est s'il est personnalisé quelque part ou pas. C'est, encore une fois, voilà... En pensant à votre émission, on se dit que cette information devrait vous intéresser. Et en pensant à cette émission qu'on connaît parce qu'on a entendu machin, on pense que voilà. Et là, à ce moment-là, on dit tiens, je vais peut-être te regarder parce que visiblement, ils savent ce que je fais et ça peut me faire un bon sujet. Attendez, moi, il y a plein de bons invités que j'ai eu grâce à vous et grâce à des gens qui sont dans la salle d'ailleurs, que je salue au passage. Voilà quoi. Donc je suis pas du tout. Vous êtes vraiment des partenaires. Hein. Quand vous travaillez bien, vous êtes des partenaires. Alors, je vous propose maintenant de donner la parole au public et à vous sur Facebook. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions particulières à poser à nos invités sur le sujet du jour ? Ne soyez pas timide. Alors, j'avais juste un dernier thème à aborder quand même. Je retourne sur cette étude État des médias dans le monde de Cision. Vous parliez de partenaires au niveau des attachés de presse. Moi, je voulais savoir si le phénomène fake news avait eu un impact sur votre métier, dans le sens où il y a une question où on a demandé quel est finalement le plus important pour vous, pour une information. Il y avait le choix entre la véracité de l'info à 100%, l'exclusivité, le scoop ou le trafic que ça génère. Et en France, à 80%, ils mettent la véracité de l'information à 100%.
loin devant exclusivité, scoop, tout ça. Donc, est-ce que finalement, ce que vous attendez aussi aujourd'hui d'un attaché de presse, c'est pas ça, c'est de vous envoyer, c'est de la confiance finalement, c'est qu'il vous envoie une info vraie, ou finalement ça c'est votre métier que de la vérifier? J'imaginais même pas qu'on nous envoyait des infos fausses. J'imaginais pas. Et je suis étonnée que les journalistes étrangers puissent ne pas mettre en tête véracité à 100%. Ça Alors paraît elle est en tête, mais à 51%, parce qu'ils mettent beaucoup plus d'intérêt sur le revenu et le trafic généré, là où nous on est à 13%, ils sont à 34%. Donc je suis très étonnée. Oui, honte à eux. Moi, je vais vous dire un truc. Je pense que vous êtes. Alors, tout le problème toute la question des fake news, c'est plus la question des réseaux sociaux sur lesquels sont véhiculés énormément de trucs qui sont absolument pas vérifiés, et avec d'ailleurs des volontés soit de désinformer directement, soit de la négligence, mais la volonté de désinformer, elle existe aussi. Quelque part, pour moi, l'attaché de presse, c'est une forme de lien direct avec l'entreprise, donc c'est une forme quelque part d'assurance. Parce que un attaché de presse qui balancerait de fausses informations, à mon avis, il est mort, quoi. Enfin, il le fait une fois. Mais c'est vrai, là, ensuite, derrière, il est mort. Ou alors, il est victime, enfin, ça peut arriver, hein. Il est victime des propres entreprises pour lesquelles il travaille, qui ont filé de fausses infos, etc. Bon, mais c'est embêtant pour lui, parce que, quelque part, les informations que vous diffusez aux journalistes, quelque part, vous en êtes comptable, quoi, hein. De la même façon que nous sommes comptables des informations que nous diffusons à nos lecteurs ou à nos auditeurs, on en est responsable. Vous, quelque part, vous avez aussi une forme de responsabilité. Enfin, moi, c'est comme ça que je le sens. Donc, si le jour où on vous demande de balancer des infos bidons, refusez, hein. C'est votre réputation qui est enjolivée. Non, mais ensuite enjolivée, oui, on est d'accord que on présente toujours les choses sous leur meilleur aspect, quoi. C'est une chose. On n'est pas dupe. Enfin, moi, on le sait bien. Chaque fois, on vous présente des chiffres. C'est les chiffres qui vous arrangent, mais bon, ils existent. Si on vous demande de truquer des chiffres, voilà. Oui, non, c'est dans la manière de présenter que l'attaché de presse peut avoir un rôle. Il ou elle n'invente pas les infos qu'il nous envoie. Après, il peut y avoir des cas en communication de crise. C'est-à-dire, si une entreprise a un pépin important qui fait beaucoup de bruit, on peut recevoir des communiqués un peu qui s'apparentent aux fake news, parce qu'on essaie de contrer le côté négatif de l'information. Mais ce sera jamais, je pense, des informations fausses. Ce que vous envoyez à 1000 journalistes, ça ne peut pas être complètement inventé avec un chiffre qui normalement est vérifiable et qui soit totalement faux. Enfin, ça me paraît inconcevable en tout cas. Mais vous les vérifiez, ces informations, ou vous avez certains contacts où vous vous dites ça vient de cette personne, je non, prends? On reprend jamais, de toute façon, on ne reprend jamais un communiqué comme ça. C'est-à-dire ça nous sert de déclencheur, de catalyseur pour aller vers une entreprise à laquelle on n'avait pas pensé, ou à laquelle on pensait, mais tiens, ça nous fait le contact pour entrer. Mais on ne va pas vérifier l'info du communiqué de presse. Enfin, on ne va pas vérifier, je veux dire, c'est en écrivant l'article et en discutant qu'elle se vérifie, mais on ne va pas appeler juste pour enquêter sur un communiqué de presse. Alors, on a une question dans le public. Je vous laisse vous présenter et poser votre question. Bonjour, je suis Karine Doué, je suis du groupe PSA. Et je voulais aller sur un sujet dont on n'a peut-être pas complètement parlé. On organise aussi des événements souvent dans les entreprises à l'occasion d'une stratégie, diverses choses. Et se pose la question de plus en plus de digitaliser ces événements, donc de ne plus faire des événements physiques. Vous ne venez plus dans l'entreprise où on ne vous reçoit plus quelque part, mais on le fait par webcast ou par d'autres supports. Et je voulais savoir votre avis par rapport à ça. Alors, il se trouve qu'on est à Antony, l'usine nouvelle. Antony, c'est loin, c'est le RER B, ou en voiture, c'est au moins une demi-heure s'il n'y a pas d'embouteillage, 1h30 s'il y en a. Et les journalistes, le matin, arrivent très souvent en retard à cause du RER qui a des problèmes. Donc, de plus en plus, ils suivent les conférences de presse quand elles sont
diffusés par Internet. Évidemment, ils les suivent en ligne parce qu'on gagne beaucoup de temps plutôt que de retourner à Paris et de revenir à Antony ensuite, même s'il y a du télétravail parfois à Paris. En fait, après la conférence de presse, ils vont rester travailler chez eux. Mais pour nous, c'est très intéressant. Les conférences de presse pour les résultats, notamment des entreprises, c'est très intéressant de pouvoir les avoir effectivement par Internet. Cela dit, vous n'aurez jamais le même contact. C'est-à-dire c'est très souvent à la fin de la conférence de presse que le journaliste va discuter avec les gens de l'entreprise et avoir d'autres idées, de sujets. Tiens, mais notre site, machin, vous n'avez jamais visité, je ne sais pas quoi, je dis Cléon, non, Cléon, ça doit être Renault, mais bon, vous n'avez jamais visité tel site. Si vous voulez, on vous invitera à venir. Voilà. Donc, forcément, la conférence de presse physique va aller plus loin pour nouer les contacts. Mais très souvent, si le journaliste n'a pas le temps d'aller à cette conférence de résultats ou s'il n'est pas sûr que c'est un intérêt pour lui, il peut la suivre effectivement en webcast. Nous, ça nous intéresse beaucoup et ça arrive très souvent maintenant qu'on les suive comme ça. Les entreprises françaises le font peu, mais les entreprises américaines le font de plus en plus, oui. Oui, alors effectivement, quand il s'agit d'une conférence de presse, à la limite, c'est vrai que ça peut rendre service d'avoir un truc sur le web, on regarde un peu, même si c'est rare quand même qu'on passe 1 heure devant une conférence de presse, devant votre écran, parce que en fait, ensuite la vie continue, vous êtes devant votre écran, vous avez des mails qui arrivent, vous avez le téléphone qui sonne, vous avez... bon. Ensuite, il y a tout le reste. Moi, je pense que quand même, c'est ce que tu disais un petit peu, c'est jamais la même chose quand vous arrivez à faire déplacer un journaliste, il s'est donné du mal parce qu'il estime que vous êtes suffisamment intéressant, parce qu'en plus, il peut avoir une idée derrière la tête en disant « Moi, j'ai peut-être une idée de sujet, mais il faut que je leur en parle directement parce que c'est pas complètement dans le cadre qui existe aujourd'hui. » Et puis c'est vrai que moi je crois beaucoup dans les relations personnelles, quoi. Que à partir du moment où on connaît les gens, c'est pour ça que enfin on a ce point commun entre journalistes et attachés de presse que une de nos grosses qualités, c'est notre carnet d'adresses. C'est le fait de connaître les gens à tel et tel endroit, pouvoir prendre son téléphone, de dire voilà, tenez, au fait, j'ai un truc à vous demander, et au fait qu'on ne vous raccroche pas au nez parce qu'on se connaît. Et le fait d'avoir des gens, de faire venir des journalistes à tel ou tel événement, que ce soit une conférence de presse, que ce soit la présentation d'un nouveau modèle, je sais pas quoi, enfin bon, ou d'une visite d'usine, etc. Moi, je pense que c'est toujours un bon truc, quoi. On n'est pas des êtres totalement désincarnés, quoi. Alors, on va prendre une dernière question d'un des internautes. C'est une question pour Christine Kerdelan. Lorsque vous dites que vous faites du web first pour les articles et qu'ensuite vous les publiez, quel est l'intérêt de s'abonner au papier ? Alors, d'abord, le sujet de couverture de l'usine nouvelle, le dossier, en fait, je sais pas, moi, l'après-pétrole a commencé, vous le retrouverez sur le web. Alors, si vous êtes abonné, vous le retrouverez en même temps, puisque c'est des articles fermés. L'abonnement, c'est papier et web. Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas vous abonner au web uniquement sans vous abonner au papier. Donc, la question se pose qu'à moitié, en fait. Mais si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez avoir quelques extraits ou le début de l'article et ensuite, c'est fermé. Vous n'avez pas la suite. Mais le grand public peut quand même aller sur le site, voir le début de 70% des articles, quoi. Mais sinon, oui, vous avez raison, le papier... Ah oui, non, voilà, je termine ce que je voulais dire. C'est que le dossier de couverture, on le conçoit quand même pour le papier. Et on le met sur le site en même temps, mais c'est conçu pour le papier, parce que c'est des papiers un peu plus longs. C'est un dossier, c'est 7, 8, 9 articles qui vont ensemble sur un thème. Mais ça, c'est le dossier de couverture qui représente 15 pages sur 60 pages de rédaction du magazine. Sinon, le reste, quand vous avez par exemple le début du journal, ce qu'on appelle les essentiels, c'est souvent une synthèse des articles qui sont sortis sur le web pendant la semaine. Donc, il y a quand même un retravail pour les mettre en page et les réduire à la bonne taille. Mais vous avez en général le papier en version longue sur le web. Mais le journal fait, en ses débuts de page, en ses débuts du magazine, un peu une synthèse de ce qu'a été l'actu de l'industrie pendant la semaine.
Mais évidemment, lire les deux, c'est-à-dire suivre aller sur le site tous les jours, lire tous les papiers et ensuite lire le magazine, ça n'a pas tellement de sens. Parce qu'effectivement, vous retrouverez à peu près tout dedans, en version plus longue, en version plus courte. Mais les infos elles-mêmes, en général, les bonnes infos, vous les retrouverez sur les deux. Voilà. Moi, il faut absolument que je file. Parce que c'était un impératif absolu. Je sais qu'il y a des tas de gens qui auraient voulu qu'on discute probablement après la conférence. Donc, ce n'est pas une façon de me défiler. Ce que je vais faire, parce que je peux pas comme on est sur Internet, là, je ne peux pas tout donner, mais vous demandez à Isabelle mon mail et je l'autorise à lui donner. Le vrai ou le second? Le vrai, non mais le vrai, parce qu'elle le connaît. Non mais le second, sinon je peux vous le donner, hein, olivier.delagarde@radiofrance.com. Celui-là, il n'y a aucun problème, vous y allez là. Vous n'hésitez pas à m'envoyer des communiqués. Et sinon, vous demandez à Isabelle mon mail et puis vous mettrez dans le titre. Non mais là, sur ce mail-là, je vois les choses, quoi. Donc on pourra échanger à ce moment-là directement si vous le souhaitez. En tout cas, merci beaucoup de votre attention. Je me carapate et de toute façon, il y a que des questions. Merci beaucoup. Il y a que des questions pour Christine. De toute façon, moi, je n'intéresse personne. Merci beaucoup à tous les deux. Le débat se termine là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été ici. J'en profite. Je voudrais vous présenter le dernier livre du Presse Club, le livre de l'humour politique. C'est 15 années de prix d'humour politique, honnêtement, des petites phrases, des bons mots, volontaires et encore plus drôles, parfois non. Donc voilà, si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas, c'est en vente au Presse Club. Merci beaucoup au Presse Club de nous avoir accueillis pour ce débat. Cision est toujours très heureux de faire ce débat et merci encore d'avoir été là. À bientôt, au revoir.